Alors donc, de retour sur ce plateau avec ces circonstances rappelées de l'accident de ce 17 juin. Alors, Moussa Yeroba, euh, comment est-ce que vous comprenez l'accident, le contexte dans lequel il survient, et à une heure aussi exceptionnelle, 4 heures du matin? Qu'est-ce que ça vous Écoutez, a inspiré? euh, ce qui intrigue, il était prévu que la mission parte à l'Insan, le pont qui a finalement cédé. Ouais. Le ministre en a été, le nouveau ministre des Travaux publics se rendait là-bas pour la réfection de ce pont. Il En est compagnie de passé Mokhtar Diallo, en compagnie de d'Ibrahima Mokhtar Kourouma. Diallo, de ministre Ibrahima Kourouma. On a vu là où Abla a été fauché, il y avait un caterpillar, une machine qui curait les caniveaux. Et c'était libre, la chaussée était libre. Aucun cordon sécuritaire. Aucun cordon sécuritaire, pas de balise pour indiquer qu'il y a des travaux. Mais c'est là, en fait, il y a quelqu'un, j'ai changé il y a quelques années avec quelqu'un qui m'a dit qu'en Afrique, tout est fait pour mourir. Mais qu'ailleurs, tout est fait pour sauver les gens. Si vous voulez sauver des gens, vous voulez faire des travaux, prenez des dispositions sécuritaires. Il ne faut pas travailler au hasard. Le travail au hasard, il crée toujours des problèmes. Je pense que c'est ce qui est arrivé. C'est vrai que s'il y avait des On va estimer barrages, que les autorités qui ont engagé ces travaux-là n'ont pas pris les justement, dispositions on qu'il aurait fallait. pu prendre des dispositions, ou peut-être la société qui fait ce travail, parce que vous qui avez voyagé ailleurs, vous voyez le plus souvent, parce que là-bas, la réfection, l'entretien des routes, ça se fait au quotidien. Et quand il y a des travaux, vous avez des balises, vous avez des triangles qui indiquent travaux, tel nombre de mètres, 200 mètres, 300 mètres, ainsi de suite. Mais ici, chez nous, la nuit, on dit qu'il y a le plus souvent des barrages de contrôle. Mais s'il y avait quelques barrages pour stopper ces jeunes qui revenaient, parce qu'il faut le rappeler, c'est le lendemain de la fête. Le jour de la fête, généralement, les gens ne sortent pas. C'est le lendemain de la fête et qui plus est à coïncider à un samedi. Ouais. Vous imaginez, il y a des fêtards et vous avez des gens qui ne se contrôlent pas. Surtout qu'ici, les gens peuvent boire au volant. C'est là où on contrôle le taux d'alcoolisme quelque part qu'on peut se permettre d'éviter de boire au volant. Mais ici, vous pouvez avoir votre bière dans la voiture tel que c'était le cas. On l'a constaté, les gens avaient de l'alcool dans la voiture. Mais moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas eu de disposition en amont, de disposition sécuritaire. C'est vrai qu'on peut être fataliste, dire que oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Ablaye devait mourir parce que Dieu l'a voulu. Mais il faut qu'on sorte du fatalisme, qu'on évite le tâtonnement. Le tâtonnement. Quand vous savez qu'il y a un travail qui doit être fait, prenez les dispositions. Ça pouvait être l'un des travailleurs qui était en train de curer les caniveaux. Mais, vous voyez, il y avait 3 ministres de la République. Mais Dieu a fait que c'est les journalistes qui ont été touchés. Et quels journalistes? Vous imaginez, Ablaïba, il a été fauché en plein exercice parce qu'il était en train de faire du direct. Les armes à la main. Les armes à la main. Il est tombé, les armes à la main. Parce que justement, quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail. Quelqu'un n'a pas pris les dispositions sécuritaires qu'il fallait. C'est ce qui est à déplorer. Assimi Soirée, une activité improvisée, selon ce que nous apprenons, qui n'était pas prévue dans l'itinéraire des ministres, parce que le projet c'était d'aller à l'INSAN pour filmer le pont en mauvais état, mais on fait une escale à Conakry, notamment à Madina et à Matoto, pour le curage des caniveaux. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Bon, sincèrement, j'ignore quelle est l'entreprise qui était chargée en fait de faire ces travaux, mais je pense que la responsabilité incombe aujourd'hui à cette entreprise parce que quand on te confie une tâche, c'est-à-dire un travail de ce genre, tu dois prendre en compte des mesures de sécurité. Et cela fait partie d'ailleurs des charges que tu dois inclure dans ton budget. À l'entreprise ou au ministre? L'entreprise. L'entreprise d'abord. Oui. L'entreprise en amont. C'est-à-dire que c'est vrai que le maître d'ouvrage, on peut dire que c'est le ministère des Travaux publics, mais ce qui s'est passé, Moussa Hero a rappelé que au-delà même des ministres qui étaient sur le terrain, donc au-delà de cette équipe multimédia qui était sur le terrain, les travailleurs eux-mêmes étaient en danger parce que ces véhicules-là auraient pu toucher un des travailleurs. Et c'est pour vous dire encore une fois qu'il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Aujourd'hui, si ce n'était pas quelqu'un comme Ablaïba, si ce n'était pas en fait des travaux qui avaient nécessité la présence de plusieurs ministres et donc de ces journalistes,
Si en tout cas c'était un citoyen ordinaire, on n'allait pas parler de ça aujourd'hui. Et pourtant, ça aurait été une âme encore qu'on aurait perdue. C'est pour vous dire qu'en amont, des dispositions n'ont pas été prises. Mais on aime souvent lier la mort à la fatalité. C'est vrai que nous croyons tous en Dieu. On s'attend à la mort à tout moment, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Mais il y a ces choses qu'on peut éviter. Et c'est pour cette raison qu'il y a une différence entre, c'est-à-dire l'espérance de vie dans les pays comme le nôtre et les pays développés. Parce qu'eux, ils prennent des dispositions. De telles choses ne peuvent pas se produire. Ils font tout pour sauver les vies humaines. Sauver les vies humaines, c'est justement éviter que de tels accidents ne se produisent, alors qu'on aurait pu éviter. Ouais. Et je vais finir peut-être au-delà des circonstances dans lesquelles Ablaïba a été fauché dans cet accident, pour un peu parler de la clinique, disons, de l'hôpital sino-guinéen. Moi, je pense qu'à ce niveau aussi, il y a vraiment assez de choses à régler. Quand on m'a dit, par exemple, que Ablaïba était plus ou moins conscient lorsqu'on le transportait à l'hôpital, je me dis qu'il y avait de fortes chances qu'il survive. Si on avait pris vraiment des dispositions utiles. Vous pensez qu'on n'aurait pas dû l'y emmener? Parce qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui contre cet hôpital sino-guinéen. L'amener à l'hôpital sino-guinéen ou pas, moi je m'interroge en fait sur s'il y a réellement un autre centre hospitalier qui pouvait l'accueillir dans cette situation. Est-ce qu'on en a? Permettez que je cite le nom, mais généralement on parle de la clinique Ambroise Paré, mais là également il y en a qui émettent en fait des réserves. Et en tout cas, l'hôpital sino-guinéen, pour ce qui est des centres hospitaliers publics, c'est le plus connu et c'est lui qui serait le plus équipé. Et la veille, en tout cas, de l'annonce de son décès, parce que c'est comme ça que je vais appeler, puisque la journée du dimanche, nous étions là-bas jusqu'à 1h tardive, jusqu'à 21h. Après, jusqu'à ce qu'on nous ait demandé carrément de quitter le lieu. Sous prétexte qu'on devait fermer l'hôpital, mais moi je m'étais déjà douté de quelque chose parce que j'ai vu la dame après qui sortait de la salle de réanimation et puis qui est venue carrément refermer cette porte en nous demandant de sortir. Donc ce jour, on nous a dit que Ablaïba avait besoin de sang. Malheureusement, un centre hospitalier comme l'hôpital sino-guinéen n'avait pas de poche de sang. C'est inimaginable. J'ai même vu ce poste de Azoka qui appelait tous les journalistes à aller faire don de leur sang. Il a fallu que nous autres journalistes, qu'on se mobilise pour aller, et là aussi, à l'hôpital sino-guinéen, ils ne pouvaient pas faire de prélèvement. Certains parmi nous sont allés au centre médical de Ratouma pour que ces derniers fassent des prélèvements afin qu'on obtienne les 2 poches de sang nécessaires pour Ablaïba. Et là également, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire de prélèvement puisqu'ils se faisaient tard. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas les équipements ou quoi. Mais ils ont accepté puisque c'était un journaliste et c'était des journalistes aussi qui s'étaient déplacés pour éviter que cela ne se retrouve sur la place publique. Ils nous ont donné les 2 poches de sang. Mais avec la garantie que certains parmi nous allaient revenir pour qu'ils fassent les prélèvements. Wow. Imaginez si c'était encore une fois un citoyen ordinaire. Il aurait perdu la vie. C'est vrai qu'Ablaïba, on n'a pas pu le sauver, il est déjà parti. Mais je le dis pour la postérité. Pour qu'à l'avenir, de telles choses ne se reproduisent. Dans Sakuruma, on a entendu le médecin lorsqu'il parlait un peu de la situation critique de notre confrère Ablaïba, également de quelques autres blessés. Et ensuite, de ces constats qu'on a eu à faire à l'hôpital sino-guinéen. Mais avant, quelle appréciation faites-vous des circonstances de la mort du journaliste? D'abord, couvrir une activité de curage de caniveau à 4 h du matin, c'est pas habituel. Ouais. On peut faire on peut balayer les routes, n'est-ce pas? Comme à Dakar en France, on peut laver les routes la nuit, déplacer, stocker les ordures, mais s'il doit y avoir des mouvements d'engins lourds,
il faut le faire la journée. Deuxième chose, ma sœur Yero l'a dit, il faut des barricades ou des balises d'ailleurs. Ici, on ne sait que barricader quand il y a des manifestations. Mais quand on fait des travaux d'utilité publique, même si c'est de ramasser des tables, mettre quelque part, et poster un agent à 2 km avant ou 1 km avant pour dire ralentissez. Si quelqu'un casse ses baraques pour aller commettre un accident, ça devient des circonstances aggravantes, inacceptables. Mais avant de casser les barricades et venir à la cible, les gens auraient déjà pris des dispositions. Donc, en Guinée, on fait tout sauf du professionnel. On fait du sensationnel. En Guinée, on fait de l'amateurisme, on fait du populisme. Et je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Quand il y a des actions, si vous n'avez pas de barricade, vous ne pouvez pas écrire travaux d'assainissement, ralentissez, et surtout à quelle heure? À 4 heures du matin. Ça, parce qu'il n'y a pas de circulation. Si l'accident de circulation étant mercenaire-lésiste est un événement soudain, des causes irrésistibles, oui, imprévisibles, irrésistibles, c'est ça, nous les légistes on définit l'accident, mais on peut prendre des dispositions pour prévenir les accidents. Parce qu'il y a ces genres de situations-là, quand ça arrive dans un pays développé, mais attends, c'est un problème. Donc, je crois très sincèrement, je me refuse de faire le fatalisme en pareille situation. Il faut que nos dirigeants comprennent. Pour vous, c'était évitable? Un accident de ce genre, la mort d'Abdoulaye Ba était certes inévitable en tant que croyant, mais l'accident-là pouvait être évité si on avait pris des dispositions pour prévenir les circulations. Il y a des policiers dans les barrages partout, mais ces barrages-là, est-ce qu'ils ont fouillé l'intérieur de la voiture, qu'on a trouvé des bouteilles d'alcool? Est-ce qu'on ne pouvait pas déplacer ces barrages, les amener à un rayon à 1 km au moins pour prévenir qu'il y a des travaux d'utilité publique? Alors, à quoi servent les barrages? C'est pour filtrer les riches et les pauvres, c'est pour rançonner les populations. Tout coup, il y a une défaillance de l'action publique qu'on doit pouvoir dénoncer pour que l'État prenne ses responsabilités. Je termine en disant, je suis choqué. Ça se ressent. C'est arrivé à une heure inacceptable. Abdoulaye Ba pouvait être habillé en tenue, en casque, comme les travailleurs. Dans les pays développés, imaginez qu'il a été projeté en portant un casque. Parce qu'on nous apprend qu'il a percuté la machine. Ce traumatisme crânien pouvait être évité. Alors, on ne peut pas aller couvrir un événement en tant que journaliste. Vous aussi, exigez ça. La protection. Exigez la protection. Ceux qui vous invitent ont leurs responsabilités. Vous avez une obligation d'imposer des normes. Sinon, on va perdre les meilleurs. Donc, je suis très choqué par ce que j'ai constaté. Je fais l'extrémisme dans ma communication parce que j'ai étudié les accidents de la circulation. J'ai fait l'expertise de roulage. Je connais quand un accident arrive, quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Peut-être le médecin a posé un diagnostic traumatologique ou neurochirurgical, mais moi je peux décrire les circonstances de l'accident et faire un rapport d'expertise irréfutable. J'ai étudié ça, je sais le faire. Donc, quand j'ai appris les circonstances, à 4 heures du matin, j'étais scandalisé. Pas de tenue. Les tenues là, on les porte pourquoi? Contre la lumière des phares, n'est-ce pas? Ça fait une fluorescence. Le chauffeur, même s'il est ivre, il verra qu'il y a un homme qui est en train de faire un travail. Deuxièmement, pourquoi on porte le casque? En cas d'accident, pour qu'on puisse limiter les traumatismes crâniens. Pourquoi quand vous rentrez dans les installations de Russell ou bien de Rio Tinto, vous êtes obligé de porter des casques? C'est une obligation. Est-ce qu'ils sont en train de travailler avec des caterpillars? Non, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je suis très désolé, mais il faut que le reste des travaux, qu'on sente du changement. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas. Hier, j'ai promis à des gens qu'à 4 heures du matin, j'allais être dans la circulation. Effectivement, hier, j'ai circulé à 4 heures du matin. Il n'y a aucune mesure d'amélioration qui a été envisagée. Alors, à quoi ressemble notre pays? On s'est tapé sur le chef de l'État, on s'est tapé sur le chef de file de l'opposition, mais nous, en tant que Guinéens, là, avec une parcelle de responsabilité que nous avons, qu'est-ce que nous faisons de patriotisme? Chacun à son niveau. Donc moi, je crois que ces ministres-là, peut-être, ils ont eu la chance d'éviter ça, mais ça allait être un carnage.
Alors, donc, je vais vous dire très honnêtement, notre frère, il est parti, mais il faut que nous, qui sommes exposés à ces genres d'activités, qu'on prenne désormais les dispositions. Si les mesures de sécurité ne sont pas réunies, refusons de faire ce travail. Et si l'État ne fait pas, et que sa responsabilité aussi soit engagée devant les juridictions qu'il faut, si on refuse de respecter les mesures de sécurité. La sécurité, ce n'est pas la circulation d'hommes lourdement armés. Les Guinéens ont une perversion du concept de sécurité. Quand on n'a pas de béret rouge lourdement armé, on dit qu'on n'est pas en sécurité. La sécurité, ce n'est pas ça. C'est prendre des mesures pour réunir des conditions minimales de sûreté. Sûreté pour prévenir les cas d'accident. Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, qui se prononce donc sur cette mort tragique d'Aboulaye Ba. Alors Jacques Leno, Madame Hierro parlait tantôt. Si vous me permettez, je vais placer un mot sur rapidement les conditions du plateau technique. Ouais. Honnêtement, je suis médecin. Vous êtes médecin en plus, médecin, vous êtes bien placé pour en parler. J'ai fait, je peux dire, 7 plus 4 d'années d'études médicales. 7 plus 4, ça fait 11 ans, sans compter les longs stages et tout ce que j'ai fait en médecine. Mais pourquoi je n'exerce pas? Est-ce que les gens se sont posé la question? Parce que le médecin est plus exposé que le malade même qu'il reçoit en Guinée. Donc, le plateau technique, je l'ai dénoncé dans plusieurs émissions. Après Ebola, j'ai demandé devant le chef de l'État, quand il nous a rencontrés, c'est une opportunité de voir des plateaux techniques dans ce pays. Le ministre Abdourahmane avait un projet, mais vous voyez le plateau technique de la Guinée, de l'hôpital sino-guinéen qu'on parle là, ça ne ressemble à rien. Et si on ne peut pas faire de vraies réanimations? Pourtant, on présente l'hôpital comme étant le plus la réanimation commence où? Sur le lieu de l'accident. Oui, sur le terrain. On a quel service de sapeurs-pompiers pour transporter les malades? Transport médicalisé. Abla a été transporté comment? Dans un pick-up. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez sauver un traumatisé crânien en le transportant par des amateurs dans une voiture pick-up? Les gars, soyez le courage de se dire la vérité. Cet État est coupable devant beaucoup de choses. Il a failli à beaucoup de ses responsabilités, surtout les médecins. On n'a pas de service de sapeurs-pompiers en Guinée capable de transporter des blessés de manière médicalisée et administrer les premiers soins dans la voiture. On n'en a pas. Parce que la machine est devant faire la radio du crâne d'Aboulaye. On nous apprend qu'il était en panne. Il a fallu qu'on appelle les Chinois qui sont venus le rétablir. Eh bien, vous voyez, le traumatisé crânien, les pronostics, c'est sur le lieu de l'accident. Les conditions de transport. Il peut y avoir une section médulaire qui n'est pas encore complète. La personne a des vies, vous le déplacez en tordant le cou, il y a une section médulaire complète. Avant d'arriver à l'hôpital, vous l'avez tué. C'est un spécialiste qui s'exprime. Je suis désolé qu'on puisse transporter un héros national dans une pick-up, même si c'est à 4 h du matin. On devait appeler une ambulance, on devait appeler les premiers secours dès que l'accident s'est produit. 15 minutes après l'accident, après un traumatisme crânien, si la réanimation n'est pas mise en route, le pronostic est réservé. Voilà qui a entendu Jacques Leno. On va à présent parler de ce symposium organisé en hommage à Aboulaye Ba au Palais du Peuple. On a vu ces témoignages vibrants rendus par tous. Il y a également le cas Aboukouré Kourouma sur lequel on va revenir à la fin de l'émission. Mais vous avez vu ce vibrant hommage rendu à l'homme, ce monde qui s'est déplacé au Palais du Peuple. Vous y étiez et vous avez vu les personnalités qui étaient présentes, notamment Khalifa Gassama Diaby et beaucoup d'autres personnalités politiques. Ça vous a inspiré quoi? Bon, pour résumer, il faut dire que c'est toute la Guinée qui a rendu hommage à Aboulaye Ba. Peut-être que les 12 millions de Guinéens ne pouvaient pas se déplacer pour être dans la salle des congrès du Palais du Peuple, mais le fait que nous ayons vu toutes les figures du pays, que ce soit du monde de la presse politique, mais également de la société civile, ça veut dire qu'Abdoulaye Ba était tout simplement ce Guinéen qui a travaillé avec tout le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre cet hommage. Je crois qu'il y en a eu par le passé, je ne sais pas comment les citer. Mais il faut dire que pour un journaliste, et à ma connaissance, c'était pour la première fois qu'il y a eu le témoignage de Gassama était une telle mobilisation. On l'a suivi avec, il a rappelé tantôt la présence d'Aboulaye Ba lors de l'accident de son jeune frère dans ce même hôpital sino-guinéen, dans les mêmes circonstances. On n'a pas pu le sauver.
Oui, oui, je crois qu'il a commencé à pleurer depuis dimanche. Gassama Diaby, dès qu'il est arrivé, il nous a trouvés. Quand il n'avait pas toutes les informations, mais quand on lui a donné toutes les informations qu'Abdoulaye Ba était dans une situation critique, on l'a indiqué où Abdoulaye Ba avait été admis, il nous a tout simplement dit c'est ici. Mon jeune frère a rendu l'âme, il a commencé à pleurer, on ne parvenait pas à le consoler, à le calmer. Et je crois que beaucoup de personnes avaient perdu de l'espoir ce jour-là. Mais encore une fois, il faut comprendre que c'est parce que tout simplement, Abdoulaye Ba avait toutes les qualités dont beaucoup de Guinéens ont déjà parlé. Maintenant, pour parler rapidement, je crois un spécialiste est intervenu sur le cas de la médecine, mais sur le plan de la sécurité, il faut dire qu'il y a eu, quoi qu'on dise, une improvisation. Parce que dans la journée du samedi, je me rappelle bien, pour ce qui concerne l'équipe d'Espace TV, il nous avait été demandé d'amener une équipe à midi pour ce curage des caniveaux, avec donc le ministre des Travaux publics. Malheureusement, il n'avait pas pu obtenir une machine libre pour aller faire ce travail-là. Bon, après, on nous a donné des explications comme quoi il y avait la circulation, mais je ne crois pas que ce soit à cause de la circulation la journée, parce qu'actuellement, il y a les machines qui continuent à travailler la journée. Même hier, j'en ai vu, et les mêmes dispositifs manquaient, ce qu'on demande la balise, c'est-à-dire quelques jours après l'accident mortel, on continue à travailler de la même manière. La même nuit du samedi, on nous apprend qu'il y a eu un premier accident du côté de Madina. Et les informations... Il y a eu 2 accidents cette même nuit. 2 accidents la même nuit. Il y a eu de l'improvisation. Toujours des ministres. En présence des ministres. Donc, il y a eu de l'improvisation dans le travail. Il y a 2 choses l'une. Soit on décidait d'aller à l'INSAN, on y allait directement, on laissait ceux qui travaillaient sur les lieux. Ou alors, c'est ce qu'on devrait faire, on donnait des informations. Pourquoi on a, par exemple, choisi dimanche, ensuite samedi maintenant pour l'assainissement, et puis on a passé un communiqué à l'avance pour dire que la circulation est interdite. C'est pour la même sécurité. Pourquoi on ne fait pas autant pour le curage des caniveaux? Je pense que, comme Dr Dansa l'a dit, pour les prochaines étapes, pour les prochains travaux, il faut qu'on pense à la sécurité. Sinon, ce n'est pas normal pour nous autres. On va demander à la réalisation de nous accorder juste quelques minutes, le temps de parler de Aboukoria Kourouma et de ce mutisme de la police après l'accident. Jusque-là, on n'a pas les circonstances de façon officielle annoncées par la police de l'accident. Aucune communication officielle, ni de la police, ni des autorités gouvernementales. Alors Moussa Yerouba, on nous apprend qu'Aboukoria Kourouma, qui au départ devait être pris en charge par l'État, finalement, celui-ci s'en est lavé les mains. C'est le groupe Adafo Média qui s'en charge désormais. Et l'opération s'est bien déroulée vendredi. Il a été opéré de la cuisse, également de l'épaule. Et il est sorti d'affaire. Écoutez, par rapport à Aboukoria Kourouma, Dieu soit loué, il a été opéré, tout s'est bien passé. C'est quand même, ces journalistes ont eu cet accident en travaillant pour l'État guinéen. C'est pour l'État guinéen. C'est pour service rendu à la nation. Mokhtar Diallo l'a rappelé. Mokhtar Diallo l'a rappelé. Le ministre Kourouma, j'ai échangé avec lui, ils étaient tous meurtris. Il a été complètement traumatisé par ce qui est arrivé parce qu'il a échappé belle. Surtout lui qui a vu, il a fallu une fraction de seconde, il s'est écarté et puis le véhicule est parti percuter Ablaye et Aboukoria. Le jour de l'accident, quand le matin, nous, on est venu à l'hôpital, après la famille mortuaire où les salutations d'usage se faisaient, on est parti à l'hôpital voir Aboukoria vers midi. Ouais. Après les premiers soins, jusqu'à midi, il n'a pas reçu d'autres soins. Il souffrait de façon atroce parce qu'il avait mal dans le dos. Vous imaginez, la voiture l'a traîné sur plus de 20 mètres. Ouais. Il était sous la voiture. On a eu du mal à le sortir de la voiture. Le président est venu sur les lieux juste après. Il a promis. Il a demandé est-ce qu'il y a nécessité d'évacuation. Et puisque Ablaye, il fallait le stabiliser d'abord, même si la machine était en panne, parce que c'est cela aussi. On nourrit le Guinéen de mensonges. Les médecins auraient dit au chef de l'État que le cas Kouria pouvait être traité en Guinée. Et donc, les médecins apparemment n'auraient pas dit toute la vérité au président. On n'aurait pas dit toute la vérité au président, parce qu'il y a des gens, mais ce qui fait mal, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient engagés à évacuer Aboukoria. Ouais. On sait que les négociations étaient poussées avec Antonio Souaré notamment, qui voulait l'évacuer. Mais ce qu'on craint le plus souvent, c'est que les choses ne se passent normalement, parce que c'est quand même une fracture au niveau de la cuisse. Pour quelqu'un, pour un cadreur qui est tout le temps sur le terrain, un homme actif, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il n'ait des séquelles à vie.
Si c'était possible de faire cette évacuation de façon immédiate, pourquoi on ne l'a pas fait? Et à la dernière minute, on m'apprend que c'est par rapport à des initiatives qui ont été prises sans informer le président. Pour une question d'ego, pour une question d'ego, je pense qu'il faut sortir de cela dans ce pays. Il faut arrêter de calculer les personnes. Et c'est cela le mal de la Guinée. On a des personnes qui se posent des questions autour de l'amour qu'ils peuvent avoir autour des gens, auprès des gens, plutôt que d'aimer ce peuple-là, ces gens qui les ont mis là. Alors, ils sont là pour ces personnes, ils sont là pour ce peuple. Je pense qu'on aurait pu évacuer Abou Korea. Dieu merci, il est là aujourd'hui. Adafo Média l'a pris en charge, l'opération s'est bien passée, mais je pense que ça ne donne pas une bonne image au gouvernement, pour le gouvernement. Allez, rapidement, on est pratiquement vers la fin. Je pense que c'est quand même désolant tout ce qui s'est passé avec Abou Korea. Et je suis de ceux-là qui tirent la conclusion, savoir, en disant que même toutes les promesses qu'avait faites le président lorsqu'il est passé à l'hôpital, n'étaient pas aussi sincères, parce que déjà pour ce qui est du cas de Ablaye, on nous avait fait croire que c'est parce que son état était vraiment critique et qu'il fallait le stabiliser d'abord avant d'envisager une évacuation à l'étranger. Et donc Abou Korea, lui, il a eu la vie sauve, même s'il continue à souffrir, parce qu'il ressent toujours les douleurs, en tout cas jusqu'avant son opération. Donc lui, c'était possible, encore une fois, de le prendre en charge et puis de l'évacuer. Donc Adafo est certes ce groupe pour lequel il travaille, mais il était dans une activité du gouvernement. Surtout improvisée. Voilà, donc je pense que les promesses du chef de l'État devraient vraiment se matérialiser, même si après il y a eu des engagements de la part de certains comme Antonio et tout. On devrait mettre de côté ce que je qualifierais de mesquinerie et penser d'abord à la vie d'Abou Korea, parce que sa vie, ce n'est pas simplement le fait de survivre, donc de sortir indemne de cet accident, mais surtout les séquelles qu'il pourrait y avoir si la prise en charge médicale n'est vraiment pas bien faite. Dans sa Kourouma, on nous apprend que durant tout le séjour passé par Abou Korea Kourouma à l'hôpital sino-guinéen, après la visite du chef de l'État, aucun ministre ne s'est rendu à son chevet pour l'assister ou le soutenir moralement. C'est tout simplement désolant, comme les autres. Jusqu'à ce jour, il est à l'hôpital Ignazdine, aucune visite. Je suis pas surpris, honnêtement. Je fais partie de ces Guinéens qui connaissent un peu la psychologie du Guinée. En fait, nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Nous avons côtoyé les gens, depuis 25 ans, nous existons, nous nous battons. Depuis l'université, je connais le Guinéen, en fait. J'ai dit le lieu de décès, le plus souvent, on ment. À l'hôpital, on vient au chevet du malade, on ment. Les gens sont dominés par la peur d'être victime. L'une des remarques faites ce jour-là, c'est qu'avant l'arrivée du chef de l'État, il y avait du monde à l'hôpital. Mais dès après son départ, la moitié des personnes présentes est partie. Tout simplement, nous prions le Tout-Puissant Allah. Il a déjà consacré le paradis pour notre cher ami. Nous continuons à prier pour que Dieu nous protège, nous autres, dans le travail que nous faisons. C'est dans le fastidieux travail et risqué travail que nous abattons tous les jours. Mais la vérité est que Abou Korea ne devrait pas souffrir d'un problème de soins. Si si l'État était responsable, même en dehors de l'État, ces deux ministres qui ont improvisé sur cette activité, trois ministres pouvaient mettre la main à la poche, n'est-ce pas, pour administrer les premiers soins. Si tu fais un accident de la circulation à titre personnel, eh bien, le malade est à la charge de qui? Vous le prenez, vous l'amenez à l'hôpital, vous suivez le malade jusqu'à la guérison. Donc, je pense qu'il y a la notion de responsabilité qui est en train de fuir par la porte, par la fenêtre en Guinée. Donc, tout simplement, il nous revient à nous autres, activistes, de quelque bord que ce soit, exigeons un minimum. Exigeons un minimum. Si on se vend en cadeau, on ne peut pas renégocier ton prix. Exigeons un minimum. Jacques Leno, dernier mot avant la fin de l'émission. Bon, Dieu soit loué, qu'Abou Korea Kourouma ait passé cette étape-là. Maintenant, je crois ce qui va rester, parce que
l'a appris, il aura besoin de rééducation. Il va aller au Maroc pour sa rééducation. Si peut-être les moyens étaient mobilisés pour lui permettre quand même de faire cette rééducation en dehors de la Guinée, en tout cas, ça va. On nous apprend que le PDG l'a promis, il ira pour sa rééducation. En tout cas, c'est ce qui va être bien pour lui. C'est un jeune, un père de famille qui a besoin de faire son travail pour pouvoir continuer à faire face à ses besoins, aux besoins de la famille. Parce que c'est à cela qu'il faut toujours penser. Aujourd'hui, on est en train de pleurer Abdoulaye. Les gens ont beaucoup aussi de la peine de voir que son épouse soit séparée de son amour. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut éviter. Il faut tout faire pour que Kouria recouvre sa santé. C'est tout ce qu'il fallait donc retenir de cet hommage à Abdoulaye Ba, journaliste émérite à Guinée News, qui repose à jamais en paix du côté de Dinguiraye, sa ville natale. Ce qu'il faut retenir avant la fin de l'émission, c'est que les personnes arrêtées, notamment la mère d'Ibrahima Souri Kamara, l'auteur de l'accident, qui est en fuite, également Mohamed Youla, qui est le directeur général de la radio Tamata FM, ainsi que Bernard Wendono, qui a été arrêté, ont tous été libérés finalement par le procureur de la République, et on est toujours à la recherche du principal suspect de cet accident, notamment Ibrahima Souri Kamara, qui est en fuite. Sa photo jusque-là n'est pas mise sur la place publique. Ce sont des personnes volontairement qui la mettent afin qu'il soit retrouvé. On se pose des questions sur ce mutisme de la police. Pourquoi ce silence? On va peut-être le savoir les jours à venir. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Et merci à vous téléspectateurs. Abdoulaye Ba, repose en paix. Au revoir.